Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats des travaux de recherche portant sur les transferts monétaires conditionnels et la dynamique de la pauvreté. Donc, évaluation des postes de sécurité familiale au Sénégal. Donc, mais avant, je vais remercier d'abord M. Bruno Lamotte pour la qualité des enseignements, mais également de l'encadrement. Donc, ce travail va être présenté autour de ce plan-là. D'abord une introduction, ensuite le cadre théorique et conceptuel de la recherche. Ensuite, nous allons présenter les résultats des bourses de sécurité familiale. Ensuite, présenter la méthodologie d'évaluation qui a été empruntée. Donc, mettre l'accent sur les résultats de la recherche au travers, disons, des effets sur la pauvreté monétaire, mais également des effets sur le capital humain des ménages. Donc, puis nous allons mettre l'accent sur les acquis à consolider par le programme. Donc, les ajustements qui s'imposent aujourd'hui et enfin terminer par des perspectives globales sur les transferts monétaires conditionnels au Sénégal. Donc, en guise d'introduction, quand même, il faut dire effectivement que les pays d'Afrique subsaharienne, de manière générale, ont connu ces 30 dernières années un certain nombre de crises économiques, financières et climatiques qui ont un peu affecté le modèle social qui a été déconstruit avec surtout l'effritement des ressorts communautaires de solidarité, même à l'échelle des familles. Donc, sur cette base, plusieurs approches de lutte contre la pauvreté ont été réalisées, mises en œuvre donc, par les gouvernements des États post-indépendance. Donc, de 1960 à 2000, ces différentes approches ont produit de faibles résultats au regard des taux de réduction des taux de pauvreté notés au niveau des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, aux années 2000, il y a eu une montée en puissance, disons, des mécanismes de cash transfert dans les pays, auparavant, d'abord au niveau des pays d'Amérique latine, ensuite diffusés par la Banque mondiale au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc c'est dans ce cadre effectivement que le Sénégal en 2012-2013 a initié le programme national de bourse de sécurité familiale. Donc c'est un programme très ambitieux puisqu'il s'est fixé comme objectif d'enrôler 300 000 bénéficiaires. Donc et de ce point de vue-là, il apparaît comme l'un des plus grands programmes en Afrique de l'Ouest, en Afrique de manière générale, puisque les comparaisons montrent effectivement que les pays tournent autour de 7 000 bénéficiaires en Afrique. Donc, et ce programme, effectivement, comme tout programme de prestations sociales non contributives, suscite un certain nombre de controverses. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons jugé utile, disons, d'étudier la pertinence des transferts monétaires conditionnels, mais de voir également quelle est la trajectoire de la pauvreté que celle-ci a empruntée, effectivement, grâce au programme national de bourse de sécurité familiale, mais dans une perspective surtout, disons, comme le disait Bernard Perret, de sortir de la pépite du désaccord de la langue des membres. Donc, maintenant, sur le cadre théorique des transferts monétaires, il faut dire effectivement qu'aujourd'hui, les prestations sociales non contributives, en particulier les cash transferts, sont vues comme une solution transversale, à la fois conjoncturelle, lorsque effectivement interviennent des crises ponctuelles, mais également structurelles, pour préparer les populations, disons, dans le long terme, et également améliorer leur capacité de résilience, également leur permettre de sortir de la pauvreté multidimensionnelle. Donc, globalement, les cash transferts s'inscrivent dans la doctrine de la souveraineté absolue du consommateur, mais également théorie qui stipule effectivement que les bénéficiaires de cash transfert sont mieux en mesure, disons, d'apprécier où injecter l'argent, mais également comment faire pour un peu maximiser, disons, l'argent transféré par les pouvoirs publics, par le profit. Mais également, il y a des théories utilitaristes, effectivement, qui mettent l'accent évidemment sur l'aspect bien-être que peuvent générer les transferts, que peuvent générer effectivement les transferts monétaires conditionnels. Au Sénégal, effectivement, nous avons un certain nombre de fondements, à la fois juridiques et politiques. Juridiques parce qu'effectivement, il y a l'adoption
du Code de la sécurité sociale, mais également de la stratégie nationale de protection sociale des groupes vulnérables, qui encourage la mise en place de mécanismes de cash transfert, mais également de mécanismes globalement de protection sociale des populations vulnérables, mais également des acteurs du secteur informel. Maintenant, sur les controverses globalement, c'est surtout des controverses liées au fait que l'implémentation de mécanismes de cash transfert, génère, des stigmatisations, mais également créer ce que Philippe Boiry appelle la création d'une société de frontières à la fois mentales, de frontières sociales, mais également de frontières politiques. Aussi, beaucoup d'auteurs ont mis l'accent sur le fait que les cash transferts aussi génèrent des inéquités au plan social en termes de traitement. Il y a aussi des critiques qui mettent l'accent sur l'importance même de promouvoir les approches libérales de la protection sociale, donc autrement dit, qui privilégient les mécanismes assurantiels, donc de laisser le marché réguler le système, donc pour un peu assurer la protection sociale des groupes vulnérables. Enfin, il y a aussi beaucoup de développement d'auteurs sur notamment des théories post-welfaristes comme Mireille Delbon, également entre autres théories qui mettent l'accent sur les effets pervers même des prestations sociales, en mettant l'accent surtout sur le piège de la dépendance des assistés aux prestations sociales. Donc le PNBCF, comme vous le savez, c'est un programme très ambitieux puisqu'il s'est fixé comme objectif, disons, d'abord de mettre à la disposition de 300 000 ménages donc vulnérables une bourse de sécurité familiale, donc évaluée à 25 000 francs par trimestre et par ménage. Donc, autre objectif, c'est ici surtout de valoriser l'instruction et le maintien des enfants à l'école. Ensuite, augmenter le taux de vaccination des enfants de 0 à 5 ans et enfin, favoriser l'enregistrement à l'état civil des membres des familles bénéficiaires des transferts monétaires. Maintenant, pour évaluer ce programme, nous avons, disons, adopté une démarche méthodologique bâtie d'abord sur une méthode d'évaluation des différences en différences qui repose sur la combinaison, la comparaison plutôt des résultats entre un groupe de traitement, donc constitué d'abord des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, et un groupe de contrôle que nous avons tiré du registre national unique. Donc le registre national unique, c'est un registre donc, qui a été bâti à partir, disons, d'un processus de ciblage communautaire, géographique et catégoriel, et qui a permis, disons, d'identifier les ménages les plus vulnérables au niveau des communautés. Donc, et cette option est justifiée par le fait qu'effectivement, l'objectif c'était surtout d'avoir une certaine similitude entre les ménages du groupe de traitement et les ménages du groupe de contrôle. Maintenant, nous avons procédé également à un échantillonnage, donc portant sur 5% du total des bénéficiaires de la première génération, donc estimé au niveau de la région de Louga, donc en 2013 à 1193 bénéficiaires. Donc, et par, disons, un tirage aléatoire, nous avons identifié un lot de 60 ménages dans le groupe de traitement et 60 ménages dans le groupe de contrôle. Maintenant, nous avons au niveau de la région de Louga, zone d'étude, 55 communes, dont 16 communes urbaines. De ce point de vue, sur ce plan-là, nous avons fait, disons, un choix raisonné. Donc, basé d'abord sur la taille de la collectivité, mais également sur le nombre de bénéficiaires en termes de taille, mais également le statut de la zone, qu'elle soit rurale ou urbaine. Donc, et dans le cadre de ce travail, au plan méthodologique, nous avons utilisé, disons, les résultats des enquêtes réalisées par la NSD, donc dans le cadre, disons, de l'ESPS, qui est l'enquête de suivi de la pauvreté, mais également de la carte communautaire de performance, un outil d'évaluation réalisé dans le cadre du projet Vues sociaux, donc l'évaluation, disons, du programme au niveau des communautés. Enfin, nous avons réalisé des groupes, réalisé des entretiens semi-structurés et recueilli des témoignages des bénéficiaires et des comités locaux de ciblage et effectué globalement une revue documentaire.
Maintenant, pour ce qui est des résultats des recherches, disons d'abord c'est des résultats d'abord portant sur les effets sur le plan monétaire, mais également sur la pauvreté monétaire, mais également les effets du programme sur le développement du capital humain des familles bénéficiaires. Maintenant, sur les effets concernant la pauvreté monétaire des ménages, disons que les transferts monétaires quand même ont permis, disons, d'avoir un accroissement des revenus de l'ordre de 4,4% allant jusqu'à 20% pour des revenus annuels allant de 500 000 francs jusqu'à 2 250 000 francs annuels par ménage. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les transferts monétaires ont eu un effet, disons, relativement très faible sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires. Par contre, l'effet est plus perceptible chez les ménages de moins de 5 membres, avec un niveau de couverture excédentaire des besoins en consommation de l'ordre de 188%, surtout si l'on considère le seuil de pauvreté établi par l'ANSD, qui est estimé à 598 francs par personne et par jour. Donc, l'autre constat, c'est que plus le ménage bénéficiaire est important en termes de membres, moins, effectivement, évidemment, l'effet des bourses de sécurité familiale est perceptible. On constate ainsi qu'il y a une faible capacité de consommation qui se traduit par un déficit vraiment évalué à 119% pour les ménages à plus de 10 membres. Comme vous le voyez ici, plus la taille de la ménage est importante, moins effectivement l'effet du programme est perceptible donc en termes de satisfaction des besoins en consommation alimentaire. Maintenant, avec le PNBZ, effectivement, la dynamique notée en termes de trajectoire de la pauvreté se traduit de cette manière-là. Donc, nous avons globalement, avec le programme, une baisse de 62,21 points du taux d'extrême pauvreté, donc qui est passé de 93 à 30,79 chez les bénéficiaires, donc contre 35% chez les ménages du groupe de contrôle. Donc, on dirait que le taux de pauvreté reste encore élevé, effectivement, à 30,79%, mais parce qu'effectivement, il faut considérer que les bénéficiaires du programme, ce sont les bénéficiaires vraiment qui sont issus du décile le plus pauvre des ménages du Sénégal. Donc, cependant, effectivement, on reconnaît effectivement que l'impact est important puisque ça a permis de réduire vraiment l'extrême pauvreté de 62,21 points. Par contre, l'effet est très faible sur la pauvreté totale. Donc, la pauvreté totale, il faut comprendre que c'est la capacité même du ménage à satisfaire, à couvrir ses besoins alimentaires et non alimentaires. Et de ce point de vue-là, le taux est établi chez les bénéficiaires de la sécurité familiale au niveau à 67,32%. Donc, ce qui reste effectivement encore très important. Maintenant, nous nous sommes intéressés aussi sur, disons, la perception que les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, disons, ont des transferts monétaires. Et de ce point de vue-là, les résultats montrent effectivement que les allocataires des bourses de sécurité familiale donc, estiment à 48% qu'ils ne sont pas du tout pauvres, contre 45% pour les ménages donc, du groupe de contrôle. Donc, et ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, les études de la Banque mondiale montrent effectivement que le fait de ne pas se considérer comme pauvre, disons, réduit ce qu'il appelle, disons, la charge cognitive. La charge cognitive, c'est quoi? Disons, c'est un ensemble d'efforts que fournit le ménage pour trouver des solutions. Parce que les pauvres, très souvent, développent un modèle mental au travers duquel ils se voient et voient leurs possibilités dans le futur. Et de ce point de vue-là, disons, les progrès accomplis à ce niveau sont extrêmement très importants. Donc, sur les effets en lien avec le capital, le développement du capital humain des ménages, nous avons noté qu'en matière de santé, effectivement, il y a eu un certain nombre de changements de comportement extrêmement importants. Dû au fait, effectivement, d'abord que le programme, en plus des transferts monétaires, réalise un ensemble d'activités de sensibilisation portant sur l'adoption des bons comportements, notamment sur l'hygiène, l'éducation, la vaccination et même les paramètres même du
programme. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement, presque 83% des ménages bénéficiaires, dont les enfants, effectivement, aujourd'hui, se lavent les mains avant de manger. Et ceci a quand même eu des implications très positives sur la réduction des cas de choléra, entre autres maladies liées, disons, au manque d'hygiène que nous avons noté. Ensuite, aujourd'hui, presque la question de l'hygiène est très prise. Les bénéficiaires sont conscients de cette problématique-là, puisque 65% des ménages disposent d'une poubelle contre 44% pour les ménages non bénéficiaires. Par contre, des efforts méritent encore d'être réalisés, donc en termes d'accès à l'assainissement, surtout en milieu rural, où presque seulement 37% des bénéficiaires disposent de la trine odeur. Bon, il faut aussi admettre que ce volet-là ne faisait pas partie, disons, des objectifs visés par le programme. Donc nous avons noté aujourd'hui également une baisse vraiment très substantielle des cas de malnutrition des enfants. Ceci est dû à quoi? C'est dû au fait que lorsque les femmes reçoivent la bourse de sécurité familiale, presque 76% du montant sont consacrés, disons, à l'achat de produits alimentaires, donc on peut assurer, disons, la survie, la subsistance des enfants. Et ceci, effectivement, c'est traduit par le fait que les enquêtes réalisées n'ont pas permis, effectivement, de déceler des cas de malnutrition grave ou aiguë au niveau des ménages. Autre effet vraiment important, c'est surtout lié, disons, à l'amélioration du recours aux structures de santé en cas de maladie. Il faut comprendre qu'avec le PNBSF, il y a eu une synergie qui a été développée avec le programme CMU, qui est le programme couverture maladie universelle. Et ceci a permis effectivement d'enrôler automatiquement surtout les bénéficiaires de la première génération dans ce programme-là. Donc ce qui fait qu'avec la gratuité, ces populations sont plus enclines un peu à fréquenter les structures de santé. Donc à 88% des bénéficiaires fréquentent les structures de santé en cas de maladie, contre 54% pour le compte de traitement. Également aussi, comme ça a été une conditionnalité, donc les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, surtout les femmes, donc lorsqu'elles tombent enceintes, presque respectent à 83% les consultations, les 4 consultations prénatales. Donc contre 68,75% pour les ménages de contrôle. Il y a eu aussi un effet vraiment certain sur le respect du calendrier vaccinal, avec vraiment 100% des enfants qui sont suivis et dont le calendrier vaccinal est respecté par les ménages. Il y a aussi des effets vraiment notoires sur l'éducation, puisque le programme a permis, disons, d'avoir un gain de 11% sur le taux de scolarisation. Si on compare les résultats obtenus au titre des enfants scolarisés ou les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires. Par contre, il y a encore relativement quelques efforts à faire pour un peu amener au même niveau les ménages bénéficiaires par rapport au taux de scolarisation au niveau national, puisque nous avons un taux de 78,6%, alors que le taux au niveau national est de 84,6%. Ceci est extrêmement important parce qu'effectivement, grâce à ce programme-là, on peut augurer quand même qu'il y aura une certaine, disons, rupture dans la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, puisque d'ici 10-15 ans, ces enfants-là, dont leurs parents sont bénéficiaires du programme, donc vont pouvoir accéder à un mieux-être grâce à l'emploi et donc généré par une meilleure éducation. Effectivement, les parents s'impliquent presque mieux aujourd'hui dans le contrôle parental, mais également dans le suivi de l'éducation de leurs enfants. Par contre, on aura noté effectivement que les impacts du programme sont très faibles sur les performances scolaires, aussi bien des enfants issus du groupe de contrôle que des enfants des ménages issus du groupe de traitement. Et ceci, disons, est lié surtout à une baisse de niveau global notée au niveau national des élèves. Il y a aussi un certain nombre d'effets sur l'état civil et d'effets transversaux du programme. Grâce au PNBSF aujourd'hui, 85% des ménages des enfants bénéficiaires sont déclarés et disposent d'extrait de naissance. Et pratiquement tous les bénéficiaires interrogés aujourd'hui ont, disons, des documents d'identité
identité comme la carte nationale d'identité. Ceci est important pour permettre, disons, d'exprimer leur citoyenneté. Et les bénéficiaires, quand vous discutez avec elles, très souvent, elles sont très au fait sur les questions liées, sur les enjeux liés à leur développement, au bien-être même de leur famille. Et ceci, disons, doit être imputé aux séances de sensibilisation qui sont réalisées par le programme. Par contre, on aura noté quand même que les actions de formation, de sensibilisation n'ont pas permis, disons, d'améliorer le leadership des bénéficiaires, mais également d'augmenter vraiment la confiance en soi des allocataires. Quand on les interroge sur s'ils sont prêts, disons, à sortir de ce programme-là, donc globalement à 60%, nous ne sommes pas encore prêts. Il faut dire qu'il est encore nécessaire de mettre en œuvre 2 ou 3 générations pour que les effets réels, l'impact réel sur ces bénéficiaires-là puisse être senti par ces bénéficiaires. Donc l'évaluation aura permis, disons, d'identifier un certain nombre d'acquis. D'abord, il y a la célérité de la formulation et de l'exécution du programme. Il y a eu un ancrage vraiment communautaire du programme très fort au niveau des communautés, avec des communautés locaux de ciblage avec lesquelles travaille le programme est mis en place. Donc on aura noté vraiment une valorisation des avantages comparatifs des acteurs, mais également la promotion de la citoyenneté et de la gouvernance inclusive. Avec le processus de ciblage, donc le programme a amené les communautés vraiment dans un processus de dialogue social, donc sur le choix des bénéficiaires, donc de les amener un peu à échanger sur les questions de vulnérabilité au niveau local, et ceci a été très important. Enfin, comme acquis, le PNBSF, comparativement à ce qui se faisait d'avant, quand même a permis, disons, de recentrer la solidarité nationale vraiment autour des groupes les plus vulnérables. Cependant, il y a un certain nombre de réajustements à opérer, et parmi lesquels, d'abord, il y a la planification qu'il faut améliorer, mais également la coordination verticale du programme. Il y a aussi le fait qu'il faut mieux déconcentrer et territorialiser la gestion du PNBSF, calibrer les besoins en ressources en fonction même des réalités et des exigences du terrain, mettre en place un mécanisme de gestion et des connaissances, parce que le PNBSF a permis quand même de générer beaucoup de connaissances, beaucoup de bonnes pratiques, mais aussi en termes, disons, de leçons à apprendre sur disons, la dynamique de développement social au niveau des communautés de base. Enfin, il faut aussi assurer, disons, un suivi systématique des conditionnalités et des transferts monétaires. Ça a été quand même une faiblesse de taille du programme, le fait que les conditionnalités qui étaient fixées au départ n'ont pas été systématiquement suivies par les équipes de gestion du programme. Enfin, en termes de perspective aujourd'hui sur les transferts monétaires au Sénégal, nous pensons d'abord, eu égard à ce qu'on a dit sur les limites même de ce programme-là, mais également sur les résultats de la recherche, qu'il est important aujourd'hui d'indexer le montant de la bourse de sécurité familiale en fonction de la taille du ménage, mais également en fonction du nombre d'enfants. Parce que le fait de fixer un montant forfaitaire de la bourse, quand même en termes d'optimisation des effets du programme, présente un certain nombre de limites. Autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'extension des bénéficiaires, donc en enrôlant effectivement plus de ménages. Donc, passer de 300 000 à 500 000 permettrait demain d'éviter les inégalités que ce programme-là pourra, même s'il participe à, disons, réduire la fracture sociale, l'effet du programme aurait été plus important si tous les ménages du décile les plus pauvres sont enrôlés comme bénéficiaires dans ce programme-là. Je crois aussi qu'il faut améliorer la coordination et la synergie des programmes de filets sociaux. Ça, quand même, il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Aussi, harmoniser les systèmes d'information et de suivi d'évaluation des programmes de transfert monétaire pour arriver effectivement à avoir, disons, des synergies d'action fonctionnelles, amener tous les agences, les programmes de filets sociaux à croiser leurs bases de données pour, disons, avoir plus d'impact au niveau des populations. Aussi, dans ce cadre-là, il faudra mobiliser encore plus de ressources, donc pour qu'aujourd'hui,
des transferts monétaires plus conséquents puissent être versés aux familles vulnérables. Enfin, il faut travailler à stabiliser les bases institutionnelles que connaît effectivement très souvent le secteur de la protection sociale. Voilà de manière, disons, brève, les quelques éléments de présentation que nous peut apporter donc, sur, disons, l'évaluation des bourses de sécurité familiale au Sénégal. Je vous remercie de votre élément de l'attention.